Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'accueille Artem de DYDX. Salut Artem, tu es BD Lead Europe de DYDX. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter et présenter aussi DYDX? Alors, est-ce qu'on le prononce d'ailleurs DYDX, DYDX? On peut. En français, DYDX si on préfère, sinon Ok. DYDX en anglais. Merci en tout cas pour l'invitation, Gary. Je crois que ça fait un bout de temps qu'on discute ensemble à propos. Yes. On a essayé d'avoir Charles, mais Charles est assez occupé. Charles, c'est le CEO de la fondation. Et par ailleurs, je fais partie de la fondation, pas de DYDX, Oui. entreprise qui est basée aux États-Unis. Donc moi, je m'appelle Artem, j'ai 26 ans. Je suis actuellement Europe Lead BD pour DYDX. BD, c'est Business Development. Juste avant ça, en fait, j'étais Lead France pour DYDX Foundation. Ce que je faisais globalement, c'était de trouver des KOL, des partnerships, essayer de discuter avec des médias, développer tout simplement l'écosystème francophone pour DYDX Foundation et DYDX en général. Et encore avant ça, j'étais community manager pour DYDX Foundation en tant que contracteur. Donc j'ai gravi les échelons en l'espace d'un an c'était assez cool, assez rapide, mais efficace. Et encore avant ça, j'entreprenais, donc j'étais contracteur. Donc à côté, j'avais ma boîte qui fonctionne encore toujours un petit peu, mais j'ai complètement délaissé et mon associé gère ça complètement. Et avant ça, j'ai eu quelques expériences assez brèves sur. Je suis passé rapidement par Binance et par Bybit en tant que contracteur également, et d'autres startups dont Future Institution qui est un couille au bataillon, mais c'est quelqu'un qui m'avait formé en crypto à l'époque, en 2017-2016 même. Donc j'ai commencé avec crypto à ce niveau-là. Et me voilà aujourd'hui sur DYDX. Et DYDX, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle un exchange décentralisé qui est uniquement spécialisé dans les perpétuels. Donc les contrats perpétuels, qu'est-ce que c'est? C'est les contrats qui se finissent jamais, où tu peux parier à la hausse ou à la baisse sur BTC par exemple. Prenons l'exemple de chez Binance, vous pouvez parier par exemple qu'un effet de levier, si vous pensez que le prix sera plus haut, vous pouvez parier à la hausse ou sinon à la baisse. Et si vous gagnez de l'argent, sinon vous perdez selon l'effet de levier que vous avez mis. Mais je pense qu'on peut revenir plus en détail, c'est assez complexe. C'est pourquoi est-ce que le perp existe aujourd'hui. Ouais, complètement. C'est intéressant, on va revenir sur justement cette notion. Tu disais qu'il y a plusieurs entités, la foundation, hein, qui est une entité à but non lucratif, et l'entreprise. Et d'ailleurs, je crois que tu me disais en off avant, il y a d'autres entités également, donc on reviendra là-dessus. Déjà, pour commencer, toi, pourquoi tu as rejoint DYDX? Comment tu as eu cette opportunité? Comment ça s'est passé à l'époque? Tu disais que tu étais community manager, tu as gravi les échelons. En effet, donc j'ai une expérience dans les sexes, un petit peu, ça ne m'a pas forcément plu, parce que je n'avais pas forcément ce monde très corporate où ils sont 3-4 000 dans l'entreprise. Il y a une hiérarchie qui est assez complète. Mon profil est assez entrepreneurial de base. Donc il me fallait en fait une start-up qui a un défi commun. Et le défi, c'était justement de remplacer les sexes à terme. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et Quand on parle de sexe, on parle de Centralized Exchange, exactement. Donc OKX, Coinbase, Binance, etc. Forcément, c'était un stade où il y avait, si vous avez connu DYDX à ce moment-là, c'est lorsqu'il y a sans doute eu le airdrop qui était assez énorme en 2020, si je ne me trompe pas, 2021. Et forcément, moi, je connaissais DYDX un petit peu avant que ça. Et j'ai postulé pour DYDX Trading aux États-Unis. On m'a juste informé qu'ils ne prenaient pas des Européens, donc il fallait que je m'oriente vers DYDX Foundation qui se trouvait, elle, à Zug, en Suisse. Donc, c'est fait assez naturellement. J'ai hésité pendant longtemps quelle entreprise rejoindre. J'avais des propositions de consensus à ce moment-là. Et mon choix était assez rapidement fait sur DYDX parce que j'avais une expérience très orientée exchange. Je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles étaient les ambitions. Et j'avais comme un goût d'inachevé avec les sexes. Donc je pense vraiment, et je pense encore aujourd'hui, qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à construire. Et ce qui a renforcé ma conviction, forcément, c'est avec ce qui s'est passé avec FTX et la chute d'FTX. Ça, pour le coup, ça a vraiment renforcé ma conviction et me dire, OK, je me lance à 100% sur DYDX, j'arrête ma boîte à côté. Il y a vraiment quelque chose à construire, à développer et surtout à résoudre. Donc, on a cet objectif commun, tous ensemble, et on espère y arriver. Donc, moi, c'est marrant, la première fois dont j'ai entendu parler de DYDX, c'était en 2018, OK. avec cette notion d'order book décentralisé.
Et d'ailleurs, vous ne faites pas de spot, hein, c'est que quand spot, donc c'est pouvoir acheter par exemple de l'Ether ou en revendre, vous faites que des perpetuals comme tu l'as mentionné. Alors pour le coup, DivoDX, lorsque ça a été conçu, c'est passé par il y avait différentes features sur la plateforme. Il y avait des options, il y avait du spot à un moment donné Ouais. en 2018, sans doute quand tu as connu. Euh, Puis en fait, la boîte s'est recentrée c'est compliqué de faire deux, trois features en même temps, et surtout en DeFi. Il existe énormément de compétiteurs, et le but, c'est de savoir, en fait, la vision d'Antonio Giuliano, le fondateur de DivoDX, justement, qui est un ancien de Coinbase. Lui avait travaillé sur des sujets uniquement perpétuels à l'époque. Et lorsqu'il a construit DivoDX, il a vraiment eu cette vision initiale on veut devenir le meilleur produit perpétuel sur le marché. Pas uniquement DEX, mais DEX et SEX réunis. Donc on ne veut pas vraiment avoir de barrières à l'entrée. Et sa vision, encore aujourd'hui actuelle, c'est de devenir le meilleur DEX perpétuel du marché. Donc forcément, on va revenir là-dessus. Si la gouvernance décide autrement, on va installer un spot en place, mais je pense qu'on va expliquer au fur et à mesure du podcast l'importance de la gouvernance. Complètement. Déjà, pour commencer, je te propose de revenir sur les différentes entités. Je trouve ça hyper intéressant. C'est assez similaire hein, finalement à des blockchains. Souvent, il y a l'entité à but lucratif et à but lucratif et l'entité à but non lucratif. Vous, comment vous êtes organisé? Tu sais qu'il y a DYDX Trading aux États-Unis. Il y a la fondation. C'est quoi la relation entre les deux? C'est quoi le but de chacun? Je pense qu'on peut reprendre avec un petit peu d'histoire. Si on revient dans le temps, tu me dis si je m'éparpille, tu peux reprendre la trame. Mais lorsque DivoDX a été conçu, il y avait uniquement DivoDX Trading, donc l'entité qui construisait le produit aux États-Unis en 2017. Et au fil du temps, c'était un produit hybride, il n'était pas forcément décentralisé. On avait beaucoup d'entités qui étaient encore, pas d'entités, mais des composants techniques qui ont été très centralisés, dont l'order book, le machine engine et l'indexeur. Et au fil du temps, en fait, finalement, la fondation a été conçue avec le lancement du token. C'était en 2020, justement. Donc, on a fêté les 2 ans de DYDX Foundation, les 2-3 ans de DYDX Foundation très bientôt. Et la fondation a été créée à Zug, en Suisse. Et on s'occupe de différents aspects, par exemple, go-to-market, les aspects de gouvernance. Finalement, il y a un autre écosystème qui s'est créé suite à ça. Suite au lancement du token, il fallait qu'il y ait une autre envergure qui se crée. Donc, on commence à partir sur un aspect de plus en plus décentralisé. C'était toujours pas le cas à l'époque. Le produit technique a été lancé, la fondation a été lancée. On commence à intégrer ces aspects de DAO et de forums, de discussions, de proposals, etc. Et au fil du temps, en fait, récemment, encore là, il y a 2 ans, une autre fondation, enfin un autre DAO a été créé. DAO, c'est une entité à part qui travaille pour l'écosystème de DYDX. On appelle ça le grand DAO. Et le grand DAO, eux, s'occupent de la subvention de produits, la subvention de futurs, la subvention d'évolution de l'écosystème. Donc, si vous êtes un média, un KOL, un influenceur et vous souhaitez développer l'écosystème tout en étant rémunéré, là, vous pouvez vous adresser directement à DYDX Grant. C'est ce qu'on appelle le grand programme. Ils ont financé aujourd'hui plus de 2 millions de dollars de recherche, d'influenceurs, de médias, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur leur site. Et par la suite, en fait, comme notre objectif était de devenir entièrement décentralisé, pour ça, il s'agissait de faire plein de choses en amont, c'est-à-dire avoir un front-end qui n'était pas lié à DYDX Trading aux États-Unis, un matching engine qui était décentralisé, un order book décentralisé. Il y a eu la OpsDAO qui a été lancée, donc la 4e entité, qui est complètement différenciée. Ils ont un mandat de 1 an qui a été voté par la communauté, donc il y a une équipe de 4-5 personnes qui travaillent chez eux. Ils ont levé 6 millions justement pour lancer le front-end, gérer différentes problématiques, dont ils ont un contracteur pour l'indexeur du perpétuel. Ils ont lancé le front-end et ils gèrent encore différents aspects techniques sur l'écosystème. Et par la suite, on espère que la communauté va lancer différentes DAO, comme par exemple le Growth DAO ou le Risque et Recherche DAO. Et en fait, il peut exister en fait un nombre illimité de DAO et donc d'entités. Et moi, je fais partie justement de fondation. Ok. De ce que je comprends, c'est que la vision à terme, c'est d'avoir limite une DAO par département. Exactement. Ouais, ce serait l'objectif. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le département marketing aurait une DAO, le département business development aurait une DAO, etc. De ce que je comprends en tout cas, c'est que l'entité trading aux États-Unis, eux, ils sont en charge du développement
technique, on va dire, de DYDX? En fait, on peut prendre l'exemple un peu d'Ethereum. Il y a Ethereum, il y a le code Ethereum, il y a Consensus et Ethereum Foundation. C'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, hop, je vais juste enlever rapidement mes notifications, je suis désolé. Aujourd'hui, DYDX Foundation recevait la majorité des fees aux États-Unis. La boîte, l'entité DYDX.trading comme elle existe, donc les personnes qui sont basées aux États-Unis et qui travaillent sur le produit, toute la version 3 de DYDX, ils ont reçu par exemple en 2023 63 millions de fees qui a permis de payer les employés, générés pour développer l'écosystème. Lié à l'activité de trading sur... Lié à l'activité de trading. Donc il y a des fees qui sont payées sur l'activité de trading et perpétuelle sur DYDX. C'est comme un exchange finalement. Donc il y a des fees et c'est comme ça que l'entité se rémunère. Et avec le lancement de la V4, donc on a été entièrement décentralisé là, récemment, en mois de novembre, DYDX Trading devient une association et ne récupère zéro fees. Donc ils ont plus de business model lié à la génération de fees. Ils ont un turnover d'environ 4 à 8 ans aujourd'hui avec tous les fees qu'ils ont générés, tout l'argent qu'ils ont généré. Ils se sont dit, OK, on va lancer une machine qui sera vraiment en main de la communauté. Ils vont faire en sorte que nous, on va se rémunérer au fil du temps en proposant des features sur l'écosystème. Donc eux, finalement, c'est un peu comme Consensus, ils vont proposer des features nouvelles. Ils pourront se rémunérer via la trésorerie communautaire. D'accord. Mais eux, du coup, à un moment donné, donc leur trésorerie va diminuer au fur et à mesure du temps. Oui. Donc ils sont voués à disparaître ou comment ils vont Justement, c'est une problématique. Ils réfléchissent pas forcément encore aujourd'hui. Ils ont quelques années encore devant eux. L'objectif, c'est de lancer l'écosystème entièrement décentralisé. C'est le pari qu'ils ont eu sur long terme. Et si on écoute Antonio Giuliano et ses propos, ce qu'il dit, on va réfléchir d'ici 3-4 ans comment on va se rémunérer. Okay. C'est pas l'objectif maintenant. L'objectif, c'est de construire le meilleur produit. Ok. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Donc ça veut dire, en fait, c'est comme si l'entité à but lucratif, donc DYDX Trading, a propulsé la fusée. Et maintenant, le but, c'est que la fusée devienne autonome par elle-même. Et donc, maintenant, elle puisse s'autofinancer en récupérant les frais de trading pour lancer de nouvelles fonctionnalités. Sachant que DYDX Trading, donc l'entité à but lucratif, a des fonds pour subvenir un certain nombre d'années. Et après, on verra au bout d'un moment comment ils pourront soit relever des fonds ou soit monétiser leur offre. Mais c'est intéressant. C'est un modèle AV finalement, un petit peu. Et les investisseurs qui ont investi de base dans DYDX Trading, ils ont bien vu, ils ont vu d'un bon oeil cette prise, cette décision, cette orientation, parce que peut-être c'est contre leurs intérêts financiers, on va dire. Mm-hmm. Non, forcément, en fait, les investisseurs, si je ne me trompe pas, ils avaient d'abord des equity. Lorsque tu investis finalement dans une boîte, tu investis en seed, série A, série B, série C. Tu as deux moyens de faire un exit. C'est soit qu'une boîte te rachète, donc tu fais un exit de liquidité là-dessus, soit tu as une IPO qui peut être faite, et donc tu as un apport de liquidité également. C'est comme ça que les investisseurs se retrouvent au fil du temps. Là, si je ne me trompe pas, il y a eu un accord qui a été fait, donc échanger les equity en token, et dont les investisseurs pouvaient se retrouver financièrement de ce côté-là. Les investisseurs, eux, sont plus que présents. Donc, il y a des investisseurs qui sont dans le board DYDX. Il y a également des investisseurs qui nous soutiennent au fur du temps. En fait, il y a différents types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui investissent et qui font rien pour l'écosystème, et des investisseurs, eux, qui sont ultra motivés. Donc, leur objectif, c'est sur du très long terme. Ils ont la même vision que nous. Ils conseillent énormément Antonio Giuliano et les équipes techniques. Ils font en sorte de connecter vraiment les acteurs de l'écosystème pour que le produit réussisse le mieux possible. Ok. Et donc, eux, ils ont quand même des tokens, je veux dire, la fondation, pas la fondation, le DYDX Trading, donc cette entité à but lucratif, aujourd'hui a des tokens quand même pour subvenir. Sur la tokenomics de DYDX, que vous pouvez regarder, justement, il y a une allocation qui est faite pour les investisseurs, pour la fondation, pour l'écosystème communautaire. Finalement, on retrouve les mêmes caractéristiques dans tous les tokens. Ok. Et aujourd'hui, donc la fondation, c'est en train de changer, parce que de ce que je comprends, c'est que la fondation va prendre de moins en moins d'ampleur pour justement qu'il y ait une DAO par département, on va dire. Toi, tu es encore relié à la fondation, mais c'est peut-être justement une question de temps avant que tu sois membre d'une DAO à part entière. En effet, ça peut. J'avais vu un tweet, je ne me rappelle plus de qui c'était. Ça se trouve, c'était Mark Zeller, je ne me rappelle plus forcément. Où il disait
si si la fondation Ethereum existe encore dans 5 ans, c'est qu'on a fait. Et je pense qu'on est sur un système qui est assez similaire pour DYDX. Aujourd'hui, la fondation est méga importante. On s'occupe de plein d'aspects personnels et sur plein d'aspects de communautaire. Donc, la gouvernance, le go-to-market, les stratégies, le développement marketing, etc. En fait, il y a vraiment beaucoup d'aspects. On aide les DAO à se lancer. Euh, c'est vraiment encore très centralisé d'un point de vue action, d'un point de vue fondation. Et forcément, l'objectif, c'est qu'on ait de moins en moins d'impact sur l'écosystème et que ces petites entités qui puissent justement faire driver, faire avancer l'écosystème par leurs actions, par exemple marketing, parce que moi, c'est quelque chose que je maîtrise. Pourquoi pas avoir une DAO qui s'occupe uniquement du growth et du marketing, où justement, on n'a plus de lien d'affiliation aujourd'hui parce qu'on est parti sur un système de décentralisation complète. Pourquoi pas une entité qui s'occupe justement via un pool de rémunérer les affiliés. C'est des choses, en fait, c'est des questionnements que tout le monde doit se poser, la communauté doit se poser et essayer de résoudre. C'est de la recherche que chacun peut faire et chacun peut proposer. Ok. Pour revenir un peu sur l'activité de DYDX, aujourd'hui, donc, j'ai l'impression que votre concurrent le plus frontal peut-être, alors c'est peut-être GMX ou il y en a d'autres. Je ne sais pas si ça a évolué depuis peut-être Quenta ou... Ouais, on peut considérer ça comme des concurrents. Je pense aujourd'hui le plus frontal qu'on peut avoir, c'est les nouveaux, c'est-à-dire type Hyperliquid, qui sont lancés très récemment. Eux, ils ont vraiment des aspects très similaires à DYDX et qui peuvent être intéressants. GMX aussi, mais on n'a pas tendance à les observer très fréquemment pour être là-dessus. Ok. Il y a deux sujets, je pense, ça peut être intéressant de revenir dessus. Déjà, c'est pourquoi vous avez migré vers l'écosystème Cosmos, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique. Et aussi, votre token de gouvernance qui est en train de devenir plus seulement un token de gouvernance, mais d'une certaine manière, un moyen de rémunérer les holders de votre token en leur redistribuant une partie des frais de trading. Et c'est un moyen assez astucieux et smart de justement pouvoir, pas contourner, hein, mais... distribuer ces frais de trading, chose qu'aujourd'hui la plupart des protocoles ne peuvent pas faire, et on reviendra sur la raison pour laquelle c'est pas possible. Déjà, pour revenir sur la migration de Cosmos, donc avant vous étiez sur un autre écosystème qui était StarkX, qui est un layer 2, un protocole, un layer 2 d'Ethereum. Vous avez migré vers Cosmos. Déjà, pourquoi cette décision? J'ai l'impression que ça va dans le sens que ce que tu disais, c'est-à-dire ce besoin de décentralisation, mais pas que. Tout à fait. Et surtout, j'ai pas mal d'autres questions après à te poser là-dessus. Mais déjà, est-ce que tu veux expliquer pourquoi cette migration? Alors, les ingénieurs, ce qu'ils ont décidé, d'abord, il faut peut-être encore reprendre un point de vue historique. Avant d'être sur StarkX, on était sur le layer 1 d'Ethereum. Donc, les fees coûtaient suffisamment cher, surtout avec le bull run qui a explosé en 2017 et ensuite 2021. Et au fil du temps, avec le lancement de token, on est passé sur Starkware. Tout se passait bien, on a vraiment atteint des milestones qui étaient incroyables. Et d'ailleurs, tout volume confondu à partir de la V3 à la V4, on a fait 1 trillion de volume, 1 trillion 5 même aujourd'hui. Parce que la V3 existe toujours. En revanche, sur un besoin de décentralisation, on ne pouvait pas se fier uniquement à une technologie qui avançait pas en fait sur le même rythme que nous. On avait besoin d'être souverain de notre propre chaîne. On avait besoin d'avoir des composantes techniques qui correspondaient à notre besoin et à notre vision. Donc la vision d'Antonio Giuliano et de DYDX, c'est de devenir le meilleur PERP décentralisé et centralisé, c'est-à-dire tout type confondu. Aujourd'hui, on a à peu près 1%, 1,5%, 2% de part de marché en perpétuel. Le but, c'est d'aller chercher les 10% au prochain bull run si possible. Et par rapport à ça, en fait, le plus gros du marché, en fait, il est chez des plateformes centralisées finalement. Ah oui, tout à fait. Ils font aujourd'hui 10 fois, 15 fois plus de volume aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est bien plus simple pour eux de construire des composants techniques qui permettent, en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a la liquidité de marché, donc la liquidité qu'on peut avoir sur un exchange. Donc il faut des paires qui sont liquides, il faut des composants techniques qui répondent vite, donc les transactions par seconde doivent être efficaces. Et tout ça, quand tu es ensuite un indexing, c'est-à-dire l'information qui est reçue, ils font un peu le rôle d'oracle, si tu préfères. Tous ces composants techniques, quand tu as un exchange centralisé, c'est assez simple. Parce que tu construis une boîte noire où tu mets tous tes composants électroniques. Dans un point de vue décentralisé, c'est bien plus complexe. C'est pour ça, pendant très longtemps, nous, on ce qu'on appelait un exchange hybride. On avait des composants décentralisés, mais des composants centralisés également.
Et après beaucoup de réflexions d'un point de vue technologique, qu'est-ce qui se déroule? Il faut savoir que DYDX, c'était un des premiers exchanges et surtout un des premiers en première entreprise qui travaillait avec Starkware. Donc on a toujours eu cette avance technologique au fil du temps. Je ne dis pas qu'on est visionnaire ou prévoyant là-dessus, mais c'est qu'on arrive à détecter assez rapidement les technologies qui marchent et qui sont efficaces surtout pour un besoin de l'utilisateur. Et Cosmos aujourd'hui faisait vraiment partie, il y avait tous les composants pour donc avoir un order book qui était décentralisé, c'était la chose la plus importante. Il n'est pas décentralisé en étant on-chain, mais il est surtout décentralisé parce qu'il est sur la mémoire vive des validateurs. C'est les validateurs qui font passer l'information de l'order book. Et ça, c'est des composants qui sont vraiment importants. Donc aussi réduire les fees, être vraiment souverain dans notre propre chaîne, donc développer à la vitesse qu'on veut. Et tu as différents d'autres composants qui peuvent être d'un point de vue technique, mais de gouvernance également. Aujourd'hui, si on veut vraiment être efficace d'un point de vue gouvernance et décentralisé, tu as différents spectres de décentralisation. Et chaque spectre, en fait, tu as différents composants dedans. Donc il faut être décentralisé d'un point de vue gouvernance, décentralisé d'un point de vue technique, décentralisé d'un point de vue ce que tu veux finalement, affilié, marketing. Ouais. Et Cosmos résout vraiment ce problème aujourd'hui. Alors, je pense que c'est important de clarifier ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire, je suis sur la blockchain Ethereum. Et donc, par exemple, on va dire, j'ai des USDC sur Ethereum et, par exemple, je vais faire du levier 2 sur la paire ETH USDC. En fait, je vais faire ça sur Ethereum. Mais en fait, quand tu parlais justement avant, c'est sur StarkX, maintenant c'est sur Cosmos. Et que du coup, les transactions sont on-chain. On ne parle pas... je veux dire, est-ce que tu peux clarifier ce point-là? C'est-à-dire que c'est pas... c'est la transaction et l'enregistrement de la transaction qui va se faire sur une autre blockchain, mais pas on s'en fout en fait que mon token il soit sur telle blockchain ou telle blockchain. Ouais, ça je pense d'un point de vue utilisateur, c'est pas forcément très important. Nous, l'objectif avec DYDX, c'est de... Et Antonio Giuliano le dit vraiment très ouvertement, c'est qu'il faut qu'on soit chaîne agnostique. Finalement, il faut qu'on s'en fiche de savoir sur quelle chaîne on est, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi. L'objectif, c'est qu'un utilisateur arrive sur la plateforme et qu'il se retrouve assez facilement. Donc un onboarding facile. Pourquoi les DEX ont du mal à arriver au même niveau que les Centralized Exchange? C'est qu'il y a un onboarding, un UX qui est complètement... tu peux le confirmer, mais tu connais aujourd'hui la majorité des applications, des DApps sur la DeFi sont ultra compliquées à utiliser. Quoi non. Mais en fait, mon point, c'était surtout de se dire moi, quand par exemple, j'ai vu que DYDX migrait sur Cosmos, je me dis, ah, mais j'étais pas hyper au clair sur les process, donc après, je me suis renseigné. Mais je me disais, ah, bon, du coup, on pourra plus, par exemple, trader des assets qui sont sur Ether ou Arbitrum. C'est justement. Et voilà. Et en fait, c'est ça, mon point, c'est que les deux sont complètement décorrélés, en fait. C'est-à-dire entre la blockchain liée aux assets et la blockchain sur laquelle vont être enregistrées les transactions et effectuer, la gouvernance va être effectuée. Exactement. Comme c'est pas du spot market finalement, t'as pas besoin de bridger pour avoir accès à cet accès de spot. C'est des contrats perpétuels. Donc les contrats, tu peux en créer autant que tu veux. Il faut que ce soit juste corrélé au prix initial du marché. Par exemple, on parle de BTC, il faut que ce soit sur le prix du BTC. Pour ça, tu as des oracles, on a des oracles internes. D'un point de vue onboarding également, il y a sur DYDX, aujourd'hui, tu as même le fait qu'on ait changé de chaîne, qu'on soit sur Cosmos et qu'on ait notre propre chaîne, l'onboarding peut toujours se faire via MetaMask, par exemple. Il y a des accès il y a des technologies aujourd'hui comme Axelar qui permet via c'est Squid, si je ne me trompe pas, qui permet de faire du one-click connect, c'est-à-dire de se connecter via des wallets Ethereum, se connecter directement sur la chaîne DYDX. Et aujourd'hui, sur DYDX, lorsque vous connectez, vous pouvez choisir n'importe quel token sur n'importe quelle chaîne. Vous avez vraiment toutes les chaînes disponibles. Il suffit juste de cliquer et savoir quel type de fonds, d'assets vous voulez transférer sur DYDX. Et automatiquement, ça se convertit en USDC. Ok. Ah, je pensais qu'il y avait juste Ethereum, Arbitrum, Optimism. Et c'est pas... Non. Il y a vraiment toutes les chaînes, quasiment. Sauf Cosmos pour l'instant et Solana, mais ça va arriver au fil du temps. Ok. Et donc Axelar, pour rappeler, c'est finalement un bridge qui permet de... C'est un bridge, exact. Qui permet de transférer des tokens d'une blockchain à une autre. Et donc pour venir, en fait, quand on dit migration, pour bien clarifier ce point-là vers la blockchain Cosmos, on parle juste en fait de la blockchain sur laquelle vont être enregistrées les transactions on-chain effectuées sur DYDX et le carnet d'ordre. Et tu disais justement que ça permettait quelque chose en plus qui est plus de performance, j'imagine, et le fait qu'en fait le carnet d'ordre il soit live, c'est ça, enfin je veux dire au niveau des validateurs. Et donc, alors est-ce que tu peux clarifier ce point-là? Exactement. Après, je suis pas ingénieur, donc ça, on va vite perdre l'audience là-dessus. Et je pense faire même des erreurs d'un point de vue.
Mais il faut voir Cosmos aujourd'hui comme un layer 0, donc qui donne les composants techniques pour construire dessus, donc pouvoir construire un produit efficace. Et nous, on construit vraiment, si on veut, une couche, un layer 1 dessus qui est DYDX. Ouais. Sur Cosmos, il y a des validateurs qui sécurisent la chaîne, mais il y a la possibilité, via ces validateurs, de faire passer, via leur mémoire vive, les informations de l'order book. Donc eux valident l'order book. On a 60 validateurs aujourd'hui. Chacun d'entre eux valide l'order book et le fait de valider et de sécuriser la chaîne, eux reçoivent des USDC par bloc. Donc tous les fees qui sont générés sur DYDX aujourd'hui, les personnes qui traitent sur DYDX redistribuent 100% des fees aux validateurs et aux stakers. Donc les utilisateurs de DYDX et les stakers de DYDX. Ok. Et d'ailleurs, ouais, pour rappeler, en Cosmos, finalement, tu dis c'est un layer 0, c'est en fait une blockchain qui permet de fabriquer des blockchains par-dessus, en fait. En fait, Ça, c'est comme Linux ou un autre processeur. et donc vous, en fait, vous avez créé votre propre blockchain. Et donc pour ça, en fait, vous êtes allé sur la blockchain Cosmos qui permet en fait de créer votre propre blockchain, sachant qu'en fait, vous auriez très bien pu, je sais pas, créer votre propre layer 2 d'Ethereum, mais c'était On pas aurait ça. pu, en effet. Ouais. Mais c'était pas l'objectif. Et ils voyaient... L'objectif, c'est... Ok, aujourd'hui, on n'a pas forcément énormément de transactions, même si on reste leader sur les décentralisés. On réfléchit vraiment sur 5-10 ans aujourd'hui pour devenir leader. Et est-ce que dans 5-10 ans, on doit changer de technologie ou est-ce qu'on fait tous les efforts nécessaires aujourd'hui pour changer de chaîne, construire notre propre chaîne, avoir tous les composants techniques qui permettent de suivre en fait simplement les transactions par seconde qui puissent arriver au fil du temps. Et ça, vraiment, c'est d'un point de vue scalabilité qui est vraiment très importante. Et surtout avoir une chaîne qui nous suit dans notre développement. On est sur un développement qui est assez explosif, exponentiel. Donc il faut vraiment une technologie qui nous suit derrière. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à le fait que vous ayez créé votre propre blockchain, ça a été un peu un moyen astucieux par rapport à votre token de gouvernance. Alors, je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le cas d'Uniswap, qui est le plus gros exchange décentralisé pour acheter de l'Ether ou d'autres tokens, donc Uniswap a son propre token de gouvernance qui s'appelle le UNI. Et en fait, les détenteurs d'Uniswap, à part décider de la gouvernance d'Uniswap, ne peuvent pas faire grand-chose avec. Et notamment, en fait, ils ne peuvent pas être incentivés sur les fees générées par Uniswap. Et vous, maintenant, grâce à ce tour de passe-passe, vous pouvez incentiver les détenteurs de votre token de gouvernance parce que, en fait, comme vous avez votre propre blockchain, ces détenteurs de tokens peuvent stacker, donc immobiliser leurs jetons DYDX. Et donc, ils vont recevoir une partie des frais de trading parce qu'en fait, ils contribuent à la sécurité du réseau parce que c'est votre propre blockchain. Ça a été un moyen astucieux. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus? Bien sûr. En fait, il y a une chose à prendre en compte, et je pense que c'est une des choses les plus importantes à retenir, c'est 100% des fees générés sur DYDX aujourd'hui ne vont pas à DYDX Trading, ne vont pas à Fondation, ne vont pas au grand programme, ils vont à la communauté. Donc la communauté, c'est qui? C'est ceux qui sécurent les chaînes, donc les validateurs, plus les stakers. Parce que les stakers contribuent à la sécurisation de cet écosystème. Et aujourd'hui, 100% des fees sont redistribués aujourd'hui aux stakers et aux validateurs. Les validateurs, eux, prennent en moyenne entre 5 à 10% de fees là-dessus. Et vous, du coup, les stakers peuvent prendre jusqu'à 90% et 95%. Et c'est des fees qui sont redistribués en USDC par bloc. À l'époque, il fallait attendre peut-être un mois avant de recevoir et débloquer comment on appelle ça, ces rewards. Aujourd'hui, c'est par bloc. Donc, un bloc est environ toutes les secondes. Les validateurs, les stakers reçoivent sur Kepler aujourd'hui, leurs fees, on a eu jusqu'à... La V4 a été lancée il y a 2 semaines. Donc, on a déjà eu 400 000 USDC qui ont été redistribués aux stakers et aux validateurs. Ça, c'est vraiment la chose importante à savoir. Alors, par la suite, du coup, l'importance du token DYDX, il y a cet aspect-là où on redistribue les fees, 100% des fees aux validateurs et aux stakers, donc à la communauté. Tu as une partie également qui est incentivée, donc en tradant sur un DYDX, comme sur la V3, tu peux gagner des DYDX, et donc il y a une petite inflation là-dessus, mais ça permet, on est sur la DeFi, donc il faut des incentives qui sont importantes, et également l'aspect gouvernance, auquel vous pouvez voter, participer à la gouvernance. Toute personne qui détient des DYDX, demain peut faire un proposal par exemple. Alors, ouais, pour clarifier, on enregistre cet épisode le 14 décembre, donc voilà, quand il sera publié, ça fera pas plus que 2 semaines. Par rapport justement à ce jeton de gouvernance, on est d'accord que les DAO
et peut-être la fondation aussi, font partie des stackers parce qu'ils détiennent du jeton. Ils peuvent l'immobiliser et donc, ou pas du tout. On parle vraiment que des stackers, enfin du retail ou de. Non, non. Alors, parmi les stakers qu'on peut retrouver, c'est les déteneurs de jetons. Il y a forcément, il y a des VC, les validateurs. Chacun des validateurs, en fait, pour devenir validateur, il faut que tu détiennes des tokens DYDX. Parmi ces validateurs, eux, d'ailleurs, sont très, très présents sur le forum parce qu'ils doivent participer. C'est eux les acteurs. Et moi, je pense que ce sera vraiment le point central de n'importe quel écosystème, même si c'est déjà le cas aujourd'hui. Et on peut retrouver des acteurs comme Ledger, qui sont validateurs chez nous. Kiln, peut-être que vous connaissez. Coinbase Cloud, et ainsi de suite. Il y a même OKEx qui est validateur chez nous. Donc des acteurs centralisés qui valident chez nous. Et j'ai un peu perdu le fil de la question. Non, ma question c'était, est-ce que en fait, par exemple, les différentes DAO qui contribuent à l'écosystème DYDX, par exemple comme la fondation, vous détenez des tokens DYDX et donc vous faites partie des stackers. Et donc c'est aussi un moyen pour vous de vous rémunérer entre guillemets pour continuer à exister ou c'est pas le cas? Nous, la politique de staking n'est pas forcément claire encore au niveau de la fondation. On a un unlock qui a été fait le 1er décembre et on est toujours en réflexion légale de ce qui est possible de faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jetons? Est-ce que légalement il est possible de les staker ou est-ce qu'on peut les déléguer? Parce que c'est important aussi de déléguer. Lorsque vous détenez des tokens, si vous n'êtes pas forcément actif d'un point de vue gouvernance et proposal, ce qui fait avancer l'écosystème, vous pouvez toujours déléguer ces tokens à des validateurs qui, eux, pour vous, vont prendre des décisions politiques sur l'écosystème. Alors, au final, on revient sur un peu comme une société globale avec de la politique, des ambassadeurs, des députés. Si on peut reprendre un peu le même concept. Et finalement, c'est une société qui se crée d'un point de vue informatique et technologique, mais sur DYDX. Ouais, ok. Mais en fait, il y a aussi ce côté, alors ça je ne l'avais pas mentionné, mais que, alors là on parle un peu tokenomics, mais donc quand on lance un jeton, tous les jetons ne sont pas en circulation au day one. Donc je crois qu'il y avait pas mal de jetons qui étaient vestés, donc qui étaient immobilisés et qui vont être déverrouillés entre guillemets, donc redistribués aux détenteurs qui doivent être distribués. Et donc l'idée c'est que peut-être la fondation va recevoir un certain nombre de tokens et la question qui se posait, comme tu le disais, c'est est-ce que vous allez... il y a plusieurs possibilités, soit rien faire, soit les vendre, soit les déléguer ou les stacker. Et donc voilà, la décision n'a pas encore été prise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Il y a surtout différents aspects à comprendre. On est des associations à un but non lucratif. Donc on ne génère pas d'argent. Et notre seul moyen de se rémunérer aujourd'hui, c'est soit avoir des contributions de la communauté, donc faire une demande à la communauté pour lever des fonds. Et c'est peut-être une possibilité qu'on puisse faire, parce qu'on n'a pas non plus un turnover qui est très grand d'un point de vue fondation. On n'est pas riche du tout. On est une fondation assez pauvre même. Et forcément, on a des tokens qui ont été unlock, mais le montant est vraiment très faible pour être honnête. Et on a toujours un investing qui continue. Donc on n'a pas... J'ai vu sur une des journaux un peu partout sur crypto que 500 millions ont été unlock. C'est pas le cas. Il y a un investing qui est fait sur différentes années, d'un point de vue employé, d'un point de vue investisseur, d'un point de vue en fait pour tout le monde. Et ce vesting n'a pas été forcément très bien analysé par les médias. Ça peut arriver qu'un jour on puisse vendre une partie de tokens pour survivre, tout simplement, pour continuer à contribuer à l'écosystème. Mais c'est loin de là pour impacter. En fait, on a un objectif qui est commun avec la communauté, avec les validateurs, avec les utilisateurs. C'est de faire grossir l'écosystème le plus possible, avoir de plus en plus de personnes qui trade chez DYDX. Et finalement, tout le monde est gagnant à terme. Okay. Pour revenir aussi sur ce modèle de gouvernance, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que tu dis qu'à terme, le but, c'est d'avoir plein de DAO, chacune responsable d'un scope assez réduit. Est-ce que, justement, pour les utilisateurs, le risque, quand je dis utilisateurs, ce serait les détenteurs du token et donc les personnes qui votent, ce serait pas d'avoir en fait trop de sujets en parallèle et donc qui doivent un peu s'exprimer sur les choux et les carottes, c'est-à-dire à la fois prendre des décisions marketing, des décisions tech. Tout à fait. En fait, justement, d'où l'objectif de DAO. Et il faut qu'il y ait Nous, c'est comme ça qu'on voit comment scaler cet aspect décentralisé pour que ça ne devienne pas un chaos, une anarchie où tout le monde... Ça peut arriver très vite, où tout le monde commence à s'insulter. J'ai fait un tour sur Paraswap Forum hier, par exemple. C'était un enfer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dessus, mais c'est parti de tous les côtés. Et il ne faut surtout pas que ça arrive de la même manière sur DYDX. Donc, le but des DAO, justement, c'est de voter pour un... Comme je disais, en fait, simplement, c'est une société
et qui est créé d'un point de vue technologique, c'est de voter pour un petit nombre de personnes pour qu'ils aient un mandat d'un an, par exemple, et qu'ils puissent prendre des décisions sur quels sont les tokens qui seront listés. Encore sur le listing, je reviendrai là-dessus, mais DeWadeX Trading a pour ambition de lancer Permissionless Market. Donc en fait, qu'on retrouve quelque chose de similaire à Uniswap, mais d'un point de vue perpétuel. Donc avoir par exemple 800 qu'on appelle ça, perf sur la plateforme assez facilement. Mais oui, finalement, les DAO doivent prendre des décisions assez claires et strictes et précises, votées par la gouvernance, votées par la communauté, mais il faut que ce soit construit ainsi. Ouais. Mais ça soulève aussi d'autres questions. Par exemple, comment tu arrives à élire la bonne personne ou la bonne DAO pour être en charge de ce scope-là, en fait? Comment tu t'assures que les personnes qui vont voter sont qualifiées pour prendre la bonne décision? Alors forcément, d'abord, il y a un proposal de la communauté. Avant de construire toute DAO, il y a forcément une présentation des personnes de la DAO. Qui sont-ils? Et la communauté, demain, peut refuser, dire non, écoutez, ils ne sont pas assez qualifiés, on ne pense pas que ce soit les bonnes personnes. Pourquoi eux, ils n'ont jamais contribué à l'écosystème? Pourquoi est-ce qu'ils doivent intervenir aujourd'hui? Et ça arrive assez souvent, en fait, qu'il y a des DAO qui ne voient pas le jour parce que finalement, les personnes derrière ne sont pas qualifiées ou ont une mauvaise intention. Ça peut arriver assez souvent, surtout. Il faut faire attention. Après, forcément, on a un mandat d'un an, ça peut arriver, c'est des choses, c'est comme des politiques, on ne choisit pas forcément tous notre président, et si on n'est pas fan du président qui est élu, bon, on attend la fin du mandat et on continue, et on avance ainsi. Et comment ça fonctionne? Par exemple, si on prend, je sais pas, ta partie à toi, par exemple, la partie business development, vous allez prendre des décisions, et à chaque fois que tu prends une décision importante, tu dois la faire valider par la communauté, ou parce que vous avez été élu? C'est différent. Ouais, c'est différent. Et en fait, toi, tu as les pleins pouvoirs, entre guillemets, sur ton scope parce que tu as été élu, entre guillemets. Exactement. On n'a pas été élu en tant que fondation. La fondation, Oui. on a eu un mandat de 2 ans déjà. Et c'est différent. Et le but, c'est qu'on ait de moins en moins de pouvoir à la fondation. Moi, aujourd'hui, sur le scope européen, par exemple, je m'occupe énormément du BD. Donc, développer, faire en sorte que tous les Européens et que le marché européen devienne numéro 1 chez DeWadeX et que l'utilisateur européen vraiment prenne le lead là-dessus. Et quel est mon rôle derrière? C'est de travailler avec des infrastructures qui permettent Par exemple, on a eu un partenariat avec Ledger récemment. Ledger, vous pouvez directement stacker vos DeWadeX via Ledger et j'espère bientôt développer un truc avec le Discovery de Ledger, donc pouvoir trader directement via Ledger sur DeWadeX. En fait, c'est des composants comme ça où finalement, moi, je dois valider avec le CEO, qui est Charles, qui est un Français d'ailleurs, Charles Dossi, mais c'est des composants qui ne sont pas validés par la communauté aujourd'hui. Okay. Ils nous font confiance, ils voient les résultats, on est sur mais forcément, au fil du temps, je pense qu'on va venir vers eux, vers la communauté pour demander des fonds pour se rémunérer, et on va expliquer qu'est-ce qu'on fait avec, quels sont nos champs d'action. Ça marche. Et d'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, toi, ton scope, c'était juste la France, mais au moment où il sera publié, ce sera aussi l'Europe. Qu'est-ce que ça implique, justement, que ce soit l'Europe? C'est beaucoup plus de providers, ou finalement c'est les mêmes parce qu'on est sur un marché mondial? En fait, on a eu de la chance avec le marché français qui passe de la position à peu près 10e, 15e lorsque je suis arrivé dans le top 3 en termes d'utilisateurs, en termes de volume, en termes de page view. Et c'est quelque chose qu'on se fait faire pareil pour chaque pays européen. On n'a pas forcément une très grande équipe, on est 12 à la fondation, et on a uniquement 3 personnes qui travaillent dans 3 pays différents. Donc on a moi qui était chargé de la France, on avait James qui chargeait un petit peu d'Europe, mais qui travaillait sur beaucoup de problématiques avec la décentralisation, aider les DAO à se lancer, etc. Ensuite, on avait au Japon, en Turquie et en Inde. Et finalement, c'est des pays qui sont délaissés. Et l'Allemagne, le Néderlande, la Suisse, alors qu'ils font des volumes qui sont tout simplement énormes. En fait, en Europe, on a la chance d'avoir une audience qui est très qualifiée. D'un point de vue DeFi, d'un point de vue un pouvoir d'achat qui est assez haut. Donc, il ne faut surtout pas négliger ces pays-là et faire grossir la communauté. Si la communauté grossit, finalement, tout le monde gagne, les stakers, les validateurs et la fondation également. Okay. Et par exemple, quand tu vas prendre cette position en charge de la partie business development en Europe, c'est quoi, par exemple, les leviers que tu peux activer pour justement, sur le marché suisse, par exemple, essayer de faire monter l'activité? Est-ce que c'est, par exemple, sponsoriser des articles? Ouais. Sponsoriser des articles, parler avec des KOL. KOL, c'est des Key Opinion Leaders, ce qu'on appelle influenceurs dans le milieu. Travailler au maximum avec des influenceurs germanophones.
travailler avec des acteurs un peu plus institutionnels parce que nous, en fait, sur DuoDX, on parle beaucoup de retail actuellement, mais nos traders sont majoritairement institutionnels. Donc, c'est des traders qui ont un très gros porte-monnaie. Puis leur expliquer pourquoi l'importance de DuoDX, quelle est la différence avec un SEX. Eux, ils ont très bien compris avec FTX aujourd'hui qu'ils vont faire une transition progressive sur la DeFi. Et le fait qu'on nous, on a une transparence absolue sur le carnet d'ordre, sur les volumes, enfin les montants qu'on a également, ça leur plaît énormément. Donc moi, c'est aller chercher des institutionnels qui puissent trader chez nous et par la suite se développer tous ces composants également. Et tu penses que d'ailleurs les institutionnels sont prêts à trader version DeFi ou ils préfèrent aller sur plutôt quand même des exchanges centralisés parce que c'est plus simple, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, en termes de sécurité pour la custody des fonds. Ouais. En fait, les institutionnels, c'est comme des retail finalement. Eux, ils recherchent déjà. Les institutionnels ont tendance à se tourner, les market makers ont tendance à se tourner là où les retails sont. Donc, c'est vraiment important. Pour attirer les institutionnels et attirer les market makers, il faut d'abord attirer des retail et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vicieux qui se tourne entre eux. Les institutionnels, oui, forcément, ils sont conscients des risques aujourd'hui. Ils traitent déjà sur la DeFi. Donc, parce que nous, on a des acteurs institutionnels chez nous. Après, je pense qu'on est encore très tôt. Et on a vraiment cette éducation à faire. J'espère pas des Black Swan qui vont arriver comme FTX. Ça, on n'espère pas que ça va arriver. Mais si c'est le cas, ça va accélérer la transition sur les DEX. Et forcément, nous, on l'a vu avec FTX. Lorsque FTX et le collapse est arrivé, on a vu une multiplication par 3 de nos volumes sur DuoDX. Donc, la data le montre, il y a un flow qui se fait directement entre les sexes DEX à des moments précis comme ça. Ok. Et pour revenir sur les institutionnels, d'ailleurs, vous avez une cellule un peu customer support pour les accompagner et apporter un service dédié ou comme vous êtes en fait finalement vous prenez la décentralisation, c'est pas d'accompagnement finalement. Oui, en fait, on n'a pas forcément quelque chose comme Binance peut avoir avec... si je ne me trompe pas, ils ont quelque chose appelé VIP, Binance VIP, où ils se chargent de tous les wallets institutionnels et gros wallets. Ça se trouve, je me trompe, mais c'est peut-être le cas. Non, forcément, aujourd'hui, non. On essaie juste, en fait, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de support technique parce qu'on est sur du code, donc on n'a pas forcément énormément de bugs sur la plateforme. Et ces institutionnels, eux, ils ont parfois besoin juste des questions. Donc, le fait de communiquer ensemble sur Telegram avec la fondation, parfois avec Trading, ils ont besoin de documents, donc des documents techniques, API, comment se connecter assez facilement. On les aide juste simplement à se lancer et au fil du temps, on regarde comment ça se déroule, s'ils ont des questions. En fait, c'est comme un retail. Demain, un retail peut me poser toutes les questions nécessaires également d'un point de vue francophone. Ouais. C'est quasiment le même rapport. Ok. La dernière fois, je regardais une vidéo de CryptoPixel et je voyais que justement la vidéo était sponsorisée par DYDX. Donc par exemple, c'est toi qui étais derrière cette opération. Tout à fait. Exact. Ok, ça marche. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est justement vous prenez vraiment la décentralisation et le pouvoir de la communauté qui peut voter. Et pourtant, la prise de décision de migrer de la V3 qui était sur StarkEx vers Cosmos V4, a priori n'a pas été consultée par la communauté. Ça a été vraiment imposé peut-être au niveau, je sais plus, de la fondation de Stark ou de DYDX Trading. Comment vous justifiez ce choix Comme je t'expliquais, on était un exchange hybride. Ouais. Donc, les décisions se faisaient également unilatéralement, avec certes un aspect de gouvernance, mais la gouvernance n'était pas assez développée à la période, et c'est vraiment la vision stratégique qu'on avait à terme, et c'est de lancer entièrement décentralisé. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un débat là-dessus à faire. C'était vraiment quelque chose d'essentiel. Mais par contre, aujourd'hui, c'est impossible pour nous de prendre des décisions unilatérales de cette manière-là aujourd'hui. C'est impossible. C'est vraiment... Demain, par exemple, DYDX Trading peut rien faire d'un point de vue de tout ça. En fait, ils sont complètement extraits de l'aspect communautaire. S'ils veulent faire vraiment développer un aspect, ajouter du spot, ajouter de l'option, ou même créer ce qu'ils veulent faire, par exemple, en mars, février, c'est-à-dire lancer les permissionless markets, ils vont devoir passer par un vote de la communauté. Ok. Et pour venir sur ce que vous avez fait avec votre token de gouvernance, est-ce que tu penses que, alors techniquement, je ne sais même pas si ce serait par exemple jouable pour un Uniswap, parce que vous, comme c'est des contrats perpétuels, ça n'a pas besoin d'être peut-être sur la même chain que le contrat sur lequel tu as le token de base, ou grâce au bridge que tu mentionnais, ça pourrait être possible pour un Uniswap.
J'ai pas très bien compris la question. Ouais, en gros, ma question, c'est Uniswap demain veut justement faire comme vous avec le token de gouvernance et donc en gros faire ce tour de passe-passe. Que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que si demain Uniswap dit oui, on rémunère les détenteurs du token qui immobilisent le jeton, en fait, leur token serait assimilé à une security. Donc, Oui. également, ce serait pas top. Alors, je crois que Jamix le fait par contre. En tout cas, elle l'a fait. GMX, c'est hyper perpétuel, mais en fait, sur l'écosystème Cosmos, il existe déjà des spots, enfin des AMM comme Osmosis. Je ne sais pas si tu es familier avec. Ouais. Mais Osmosis, il redistribue la majorité des fees stakers aux stakers. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 1 million, par exemple, le mois dernier, qui ont été redistribués aux validateurs, aux stakers également. C'est des choses qui sont très fréquentes sur Cosmos. Ça met un peu de temps à arriver, je pense, sur d'autres écosystèmes. Mais moi, en tout cas, ma vision des choses, je pense qu'on va arriver sur des modèles assez similaires au fil du temps. Donc, de plus en plus de projets vont commencer à redistribuer les fees à leurs utilisateurs. Et je pense que c'est sur quoi on devrait tendre à terme. Ouais, non. Après, voilà, il y a la contrainte réglementaire. Peut-être que sur Cosmos, c'est peut-être plus simple que sur Ethereum pour X ou Y raison. Là-dessus, j'ai pas du tout les tenants aboutissants, mais voilà. Le problème, c'est que Uniswap aujourd'hui le fait pas sur sa chain. Est-ce que c'est pour des raisons de régulation ou pas, ou parce que voilà, s'il passait sur Cosmos, est-ce qu'il pourrait le faire? Mais en fait, voilà, il pourrait plus trader des actifs Ethereum sur Uniswap. Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. Après, d'un point de vue réglementaire, on est loin d'être les cow-boys de la DeFi. On a beaucoup de pays qui sont géoblocs, on respecte vraiment toutes les conditions réglementaires nécessaires pour. Et si je ne me trompe pas, lorsque ça a été conçu, la stratégie, l'architecture pour la redistribution des fees a été consultée par les régulateurs, a été consultée par nos légales. Donc, on est vraiment sur un mouvement qui est pour l'instant bon et efficace d'un point de vue légal. Ça marche. Je te propose de conclure, Artem. Peut-être une dernière question. C'est quoi les prochaines actualités de DYDX? Alors, les prochaines actualités de DYDX, on a eu le lancement de la V4 actuelle, donc tous les fees ont été redistribués. Il y a de nouvelles features qui risquent d'arriver d'un point de vue perpétuel, c'est-à-dire une amélioration du produit qui est certain. Pendant 2 ans, l'équipe trading n'a pas amélioré le produit en quoi que ce soit. Donc, le produit comme il était il y a 2 ans, exactement identique aujourd'hui parce qu'ils étaient uniquement focus à construire la V4. Donc, au fil du temps, leur priorité numéro 1, d'ici les 1 à 3 mois, c'est de construire un maximum et d'améliorer le produit. Et ensuite, j'ai vraiment hâte pour ça, c'est de lancer les permissionless markets. Donc, avoir un accès, pouvoir trader finalement tout ce que tu souhaites sur DYDX si tu suis les conditions certaines, par exemple de liquidité ou de réglementation. Pour voir pourquoi pas trader demain je sais pas, l'index carbone sur DYDX. Ok, et pas seulement de la crypto en fait. Oui, on peut. Oui, on n'est pas obligé de rester sur un point de vue crypto aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un besoin de la communauté. On l'a étudié, on l'a vu. Et c'est vraiment les traders recherchent ça aujourd'hui sur des plateformes DeFi. Ok, excellent. Artem, merci beaucoup. Peut-être un petit mot pour la fin ou. Non, écoute, merci pour le podcast, Gary. Et j'espère qu'on pourra refaire un deuxième podcast comme ça lorsque DYDX serait bien développé au fil du temps. Carrément, avec plaisir. Super, merci, Gary.